L'effet putatif de l'identité sur la radicalisation extrémiste, une revue systématique des études quantitatives. En raison de son impact considérable sur le fonctionnement social et personnel des individus, l'identité se voit attribuer un rôle clé dans la radicalisation et sa prévention. D'une part, l'identité nous aide à établir et entretenir des relations, oriente notre comportement envers les groupes et les communautés que nous fréquentons, et n'appartenons pas d'eux, et influence notre engagement sociétal. D'autre part, le sens personnel de qui nous sommes et de qui nous nous efforçons d'être nous guide dans l'élaboration de notre chemin de vie, y compris le choix d'un métier et l'adoption ou le développement d'une idéologie. De plus, l'identité nous donne un sentiment d'utilité, d'importance, de sens, d'estime de soi et d'appartenance. Et reconsidérer qui nous sommes peut nous aider à nous remettre d'expériences traumatisantes qui ont changé notre vie. Affectant finalement notre bien-être général. Par conséquent, lorsque des problèmes d'identité surviennent, le fonctionnement social et personnel des gens peut être affecté, entraînant toutes sortes de conséquences néfastes. Y compris, potentiellement, la radicalisation. En effet, outre la privation relative perçue, les problèmes liés à l'identité sont l'un des deux facteurs les plus récurrents dans les modèles théoriques tentant d'expliquer la radicalisation. La radicalisation est communément conceptualisée comme un processus de transformation par lequel les individus acceptent, soutiennent ou adoptent progressivement des comportements violents. À l'appui de causes idéologiques 10, avec un accent récent sur la distinction entre radicalisation cognitive et radicalisation comportementale. On peut soutenir que dans presque toutes les phases du processus de radicalisation, l'identité joue un rôle important. Cependant, les modèles théoriques divergent dans leur hypothèse sur la manière dont l'identité fonctionne dans le processus et à quelle étape. Certains modèles 12 proposent que, outre la perception subjective de privation relative et d'injustice sociale, le processus de radicalisation découle de menaces contre l'identité sociale de l'individu. Selon un certain nombre d'autres modèles 13, une certaine forme de crise personnelle, par exemple une crise d'identité, sert d'ouverture cognitive qui déclenche le processus de radicalisation, amenant les individus à remettre en question leur vision antérieure du monde et à rechercher des groupes ou des groupes. Des cadres idéologiques qui facilitent les réponses et en fin de compte, la construction identitaire. Parce que les groupes extrémistes donnent un sens à leur idéologie, claire et sans ambiguïté, ils sont considérés comme particulièrement attractifs. Parallèlement à l'identification à un groupe extrémiste, les individus sont censés adopter les normes et les valeurs du groupe. Le processus de radicalisation est pleinement opérationnel. Et une fois que l'appartenance à un groupe et le dévouement idéologique deviennent centraux dans l'identité des individus, ils peuvent même être disposés à faire preuve de violence en son nom, c'est-à-dire des actions extrémistes, qui est censée être l'étape finale de la radicalisation. Enfin, l'identité a également été proposée comme un élément clé de la déradicalisation. Des changements dans les priorités de vie, le bien-être psychologique et physique, où la dynamique de groupe peut conduire à des changements d'identification, tels que les individus ne se définissent plus par le groupe ou l'idéologie extrémiste 16, réduisant ainsi le risque d'être incité à agir au nom du dit groupe ou de cette idéologie. Cependant, malgré son rôle prédominant dans divers modèles théoriques sur la radicalisation, nous n'avons pas une idée globale de la question de savoir si et quand l'identité provoque, réduit ou prévient la radicalisation. En particulier, ce qui manque dans la littérature, c'est un aperçu fondé sur des preuves de la radicalisation. L'effet putatif de l'identité sur la radicalisation extrémiste, une absence qui se traduit probablement par un certain nombre de complications. Complications dans la recherche sur l'identité et la radicalisation extrémiste. Un obstacle sous-jacent important à la compréhension de l'effet putatif de l'identité sur la radicalisation extrémiste est la complexité de l'identité en tant que construction et la grande variété de perspectives théoriques à partir desquelles elle peut être abordée. En termes généraux, l'identité fait référence à l'idée que les gens se font de qui ils sont, sur la base de leurs multiples affiliations ou engagements, par exemple ethniques, religieux, politiques, sexuels, professionnels, relationnels, etc. et de leur signification subjective et essentielle à leur compréhension de soi. Cependant, selon la théorie, le terme identité peut désigner des choses très différentes qui opèrent à différents niveaux conceptuels. Pour aider à catégoriser les différentes théories et leur approche de l'identité, Vignol, Schwartz et Luix-19 ont proposé 3 grandes approches théoriques: les perspectives sociales et contextuelles, les perspectives personnelles et développementales, et les perspectives sur les besoins et les motivations identitaires. Premièrement,
Du point de vue des théories de l'identité sociale et contextuelle, le concept d'identité peut faire référence aux appartenances à un groupe qu'une personne trouve significative pour sa perception de soi, 20 aux normes culturelles, valeurs et croyances qu'elle a intériorisées 21. Dans le cadre de ces théories, l'identité des personnes est considérée comme très réactif au changement du contexte social et est considérée comme l'ingrédient central de toutes les dynamiques intra- et intergroupes, y compris le nationalisme, la xénophobie, la déshumanisation, la violence intergroupe et le génocide. 22. Deuxièmement, les théories qui abordent l'identité d'un point de vue personnel et développemental décrivent l'identité comme l'idée personnelle que les gens ont de ce qu'ils sont, y compris leurs objectifs, leurs valeurs, leurs croyances et leur vision du monde, et ils sont préoccupés par le processus par lequel ils forment et reconsidèrent activement cette idée au cours de leur vie. 23. La manière particulière dont ils pensent que les gens développent leur identité personnelle est, à son tour, censée déterminer s'ils sont ou non adaptés avec succès aux petits et grands défis de la vie, affectant en fin de compte à la fois leur fonctionnement personnel 24 et social 25. Enfin, il existe une catégorie de théories qui se concentre sur les besoins et les motivations qui sous-tendent les processus identitaires et qui expliquent pourquoi le maintien et la défense, la révision et la construction d'une identité sociale ou personnelle sont en premier lieu importants pour les gens. 26. Selon ces théories, selon certaines théories, une gamme de besoins psychologiques motive les gens à s'identifier aux groupes, idéologies, caractéristiques, rôles sociaux, etc., qui ont la capacité de les remplir. De plus, pour maintenir un sentiment de soi positif, c'est-à-dire une identité qui répond à ces besoins psychologiques, ces théories proposent qu'en réponse aux facteurs qui menacent leur identité, les gens adoptent des comportements de gestion de l'identité, y compris des mécanismes de reconstruction et de défense. Compte tenu de la variété des théories, la littérature scientifique sur l'identité est décrite comme vaste et fragmentée dans la mesure où les chercheurs d'un point de vue théorique ignorent les autres. 27. Malheureusement, cela semble transparaître dans la recherche sur l'identité et l'extrémisme, car les efforts visant à comprendre les effets de l'identité sur la radicalisation sont apparus plus ou moins indépendamment de différents domaines scientifiques, tels que la psychologie médico-légale, sociale, développementale et politique, ainsi que la criminologie, les sciences politiques et la sociologie. Cette fragmentation pose un défi pour l'intégration de nos connaissances sur le lien entre identité et radicalisation extrémiste. 28. Un autre problème complexe dans la littérature sur la radicalisation extrémiste est que, parfois, des termes faisant référence à des problèmes d'identité théoriquement conceptualisés sont utilisés arbitrairement. Parmi les nombreux problèmes d'identité spécifiques qui pourraient être à l'origine de la radicalisation extrémiste figurent un conflit perçu entre un groupe interne et un groupe externe 29, des incertitudes profondément ancrées à l'égard de soi et du monde 30, l'échec face au défi développemental de la construction d'une identité 31, ou acculturation infructueuse. 32. Cependant, les universitaires et les praticiens semblent utiliser avec désinvolture des termes tels que crise d'identité, conflit d'identité, quête d'identité, recherche d'identité et lutte d'identité de manière interchangeable, négligeant les distinctions théoriques possibles entre eux. Par exemple, alors que la crise d'identité a été initialement conceptualisée comme le défi de développement auquel les adolescents sont confrontés lors de leur transition de l'enfance à l'âge adulte 33, les spécialistes et les praticiens de l'extrémisme semblent parfois utiliser le terme comme un espace réservé général pour les questions liées à l'identité ou pour faire référence à problèmes qui sont en fait spécifiques aux concepts et processus identitaires sociaux et culturels. 34. Cette incohérence dans l'utilisation des termes peut conduire à des malentendus et à la fausse impression que l'impact de problèmes identitaires spécifiques est bien établi dans la littérature scientifique 35, alors que ce n'est peut-être pas réellement le cas. En raison de la complexité de l'identité en tant que construction, de la fragmentation de la littérature qu'il étudie, ainsi que de l'utilisation arbitraire de concepts identitaires spécifiés comme termes génériques, notre vision du rôle que joue l'identité dans le processus de radicalisation extrémiste est largement mal intégrée. 36. Sans comprendre le rôle des différents concepts identitaires dans le processus de radicalisation extrémiste, nous ne pouvons pas savoir comment et quand nous pouvons exploiter ces atouts, tout en gérant son impact néfaste sur les individus et les groupes. 37. En fin de compte, ce manque de compréhension nous empêche de aborder efficacement les questions liées à l'identité dans les programmes de prévention et d'intervention. 38. Pour commencer, nous avons besoin d'un aperçu de la façon
dont l'identité a été conceptualisée et examinée dans la recherche empirique sur l'extrémisme violent, y compris quels concepts d'identité ont été étudiés de manière approfondie et lesquels ont été moins reçus. Attention! De plus, nous devons établir quels concepts identitaires sont empiriquement liés à l'extrémisme violent et lesquels ne le sont pas. L'étude actuelle. Dans cette étude, nous avons systématiquement examiné les recherches scientifiques, quantitatives, qui ont testé le rôle de l'identité dans l'augmentation ou la réduction des attitudes, intentions et comportements extrémistes violents. L'objectif de cette étude était double. Premièrement, nous avons cherché à inventorier les différentes conceptualisations de l'identité qui ont été étudiées comme prédicteurs de l'extrémisme violent dans la littérature quantitative. Deuxièmement, sur la base des preuves empiriques que nous avons trouvées, nous avons cherché à mesurer dans quelle mesure chaque concept identitaire prédit une radicalisation extrémiste. En raison de l'hétérogénéité des plans d'études, des échantillons de population, des idéologies, des variables de résultats et, surtout, des différents concepts d'identité, une méta-analyse n'était pas adaptée, ce qui a donné lieu à une synthèse narrative. Afin d'organiser les concepts d'identité qui ont émergé dans cette revue, nous les avons classés dans les 3 grandes catégories de théories de l'identité introduites précédemment, 39, les perspectives sociales et contextuelles sur l'identité, les perspectives personnelles et développementales sur l'identité, et les perspectives sur les besoins et les motivations sous-jacentes à l'identité. Processus, méthode, stratégie de recherche et sources de données. Pour mener cette revue systématique de la littérature, nous avons utilisé le protocole Prisma, une ligne directrice de reporting fondée sur des données probantes pour les revues systématiques. 40 Pour identifier les termes de recherche, nous avons effectué des recherches pilotes avec des termes appartenant à 3 grandes catégories, extrémisme violent, identité, et termes faisant référence à des recherches empiriques. Puisque nous voulions inclure toutes les conceptualisations de l'identité et sensibilité, mais éviter la littérature sur les documents et les politiques d'identification spécificité, nous avons décidé d'inclure le terme de recherche unique identité identi-astérisque sans autre détermination, c'est-à-dire l'identité sociale, la formation de l'identité, menace identitaire, etc. Sur la base des recherches pilotes, nous avons formulé des chaînes de recherche pour cette base de données. Scopus, Sysinfo, Criminal, Justice Abstract, APAPSIC Article, Psychology and Behavioral Science Collection, ProQuest et Web of Science. Ces bases de données ont été choisies parce qu'elles couvrent des recherches en psychologie et en criminologie, 2 disciplines dans lesquelles les recherches sur la radicalisation sont menées au niveau individuel. Un exemple de chaîne de recherche spécifique à une base de données utilisée dans cette revue est fourni en annexe de cet article. Si les paramètres de la base de données le permettaient, nous limitions la recherche au titre, au résumé et aux mots-clés. La recherche a été effectuée le 23 mars 2020 et aboutit à 4651 documents. Critères d'intégration. Les études étaient considérées comme éligibles lorsqu'elles répondaient aux critères d'inclusion suivants. 1. Type de document. Seuls les articles évalués par des pairs et publiés dans une revue scientifique ont été inclus dans cette revue. 2. Mesure des résultats. Comme l'ont souligné un certain nombre d'universitaires, 41, toute idéologie est propice au radicalisme, ce qui rend pratiquement infinie la quantité d'attitudes, d'intentions et de comportements potentiellement radicaux. Afin de distinguer l'extrémisme des concepts largement étudiés liés à la radicalisation, par exemple, le racisme, la xénophobie, etc. Nous avons donc limité la littérature inclue aux études qui mettent en œuvre des indicateurs de l'extrémisme violent comme variable de résultat. Dérivé du modèle de radicalisation à 2 pyramides de Msé-Collet et Moskalenko 42 qui fait la distinction entre l'extrémisme cognitif et comportemental, nous avons considéré les études éligibles si la variable de résultat était conceptualisée comme à des attitudes et des croyances extrémistes violentes, par exemple, le soutien à la violence politique et aux groupes extrémistes ou vouloir être ou s'identifier comme membre d'un groupe extrémiste violent. B. Des intentions extrémistes violentes, c'est-à-dire avoir l'intention de recourir à la violence pour atteindre des objectifs politiques à l'avenir. Et C. Des comportements extrémistes violents, c'est-à-dire recourir ou avoir eu recours à la violence pour atteindre des objectifs politiques dans le passé. Par exemple, être reconnu coupable de crimes extrémistes violents ou signaler le recours à la violence extrémiste passée. 3. Mesures prédictives. Dans cette revue, nous avons uniquement inclus les études qui examinaient l'identité en tant que variable indépendante, soit en tant que prédicteur principal, soit en tant que covariable. Tant qu'il y avait une variation sur la variable indépendante, nous avons considéré diverses opérationnalisations de l'identité appropriées,
tels que le degré d'identification par exemple, avec un groupe spécifique, un objectif idéologique, une caractéristique physique, un trait de personnalité ou une compétence, les indications de développement identitaire par exemple, les styles de traitement de l'identité ou le statut développemental de l'identité ou la mesure dans laquelle les individus ont vécu des problèmes et des besoins liés à l'identité par exemple, des sentiments d'incertitude quant à leur propre identité. Les études, qui utilisaient des indicateurs d'identité, comme les questions à choix unique sur l'origine ethnique ou la nationalité, ont été exclues de cette étude, parce que l'appartenance à un groupe n'est pas nécessairement synonyme d'identité, à moins que les individus n'en tirent une signification sociale et personnelle pertinente pour leur propre définition. 434. Niveau d'agrégation. Afin d'éviter le biais d'agrégation, qui peut conduire à la fausse conclusion selon laquelle ce qui est vrai pour le groupe doit être vrai pour l'individu. 44. Nous avons uniquement inclus les études qui mesuraient à la fois les variables dépendantes et indépendantes au niveau individuel. Les études au niveau supra-individuel, par exemple sur la crise d'identité supposée, mais non évaluée individuellement d'une tribu spécifique, et ses effets sur les émeutes violentes également, non évaluées individuellement dans un pays, n'ont pas été incluses dans cette revue. 5. Études empiriques. Seules les études empiriques ont été incluses. Les revues de littérature, les critiques d'articles ou de livres et les articles théoriques qui n'utilisaient pas de données originales ont été exclus. 6. Disponibilité du texte intégral. Les articles n'ont été inclus que lorsque les textes intégraux étaient accessibles aux chercheurs. 7. Langue. En raison de contraintes linguistiques, seuls les articles en anglais, néerlandais et allemand ont été inclus. Sélection de la littérature. Les différentes étapes au cours desquelles la littérature a été examinée et sélectionnée sont présentées dans la figure 1. Après la suppression des doublons, le premier auteur et un assistant de recherche ont indépendamment examiné les titres et résumés des 2572 documents restants pour déterminer leur éligibilité en consultant les 7 premiers critères d'inclusion. Les sélections des 2 chercheurs ont été comparées et les éventuels désaccords examinés. S'il n'était pas clair si un article était éligible compte tenu des informations fournies dans son titre et son résumé, un article était inclus pour la numérisation du texte intégral. En fin de compte, la comparaison entre la première et la deuxième sélection a abouti à 3 articles éligibles supplémentaires. Dans un deuxième temps, le texte intégral de chaque article a été analysé pour déterminer son éligibilité, en vérifiant les 7 mêmes critères d'inclusion et d'exclusion. Compte tenu de la quantité d'articles scientifiques sélectionnés, nous avons décidé de limiter la revue de la littérature aux seules études quantitatives, en ajoutant un 8e et dernier critère d'inclusion 8. Conception de l'étude. Seules les études quantitatives employant des conceptions semi-expérimentales, longitudinales, interventionnelles, observationnelles ou à méthode mixte utilisant des données quantitatives ont été incluses. La suppression de tous les articles ne répondant pas aux 8 critères d'inclusion et la vérification des textes intégraux pour les références croisées pertinentes ont abouti à la sélection finale de 45 articles éligibles. Résultat. Caractéristiques de la littérature. Le tableau 1 présente un aperçu des articles et des études inclus dans cette revue systématique, ainsi que leurs principales caractéristiques. Les 45 articles sélectionnés dans cette revue contenaient 75 études éligibles. Alors que toutes les études incluses reposaient sur des analyses quantitatives, 4 utilisaient une approche à méthode mixte, de sorte que les données dérivées d'entretiens d'articles de presse et de dossiers étaient d'abord codées puis analysées statistiquement. 12 études utilisaient un plan de recherche expérimental, 3 un plan longitudinal et 2 études étaient interventionnelles. Les études examinées ont été menées dans plus de 50 pays différents à travers le monde, notamment en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Océanie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique. Avec 15 études, les États-Unis étaient les plus représentés, suivis par l'Espagne NU003 des 10. Les études ont été menées auprès de divers échantillons de population, notamment des membres de groupes ethniques ou religieux minoritaires NU003 des 33, des membres de groupes ethniques majoritaires NU003 des 12, des étudiants universitaires NU003 des 18, des adolescents et des jeunes adultes NU003 des 8, personnes recrutées via des sociétés de crowdsourcing en ligne telles qu'Amazon Mechanical Turk NU003 des 13, membres de groupes de médias sociaux NU003 des 6, personnes ayant des affiliations politiques spécifiques NU003 des 8, suspects de terrorisme NU003 des 3.
Les détenus terroristes NU003D2 et les hooligans du football NU003D1. Dans l'ensemble, la taille des échantillons était suffisante, avec une moyenne de 584 participants par étude. Seules 6 études comportaient des échantillons de petite taille, soit entre 26 et 66 participants, en raison d'un accès limité à l'échantillon de population, c'est-à-dire des hooligans du football, des suspects de terrorisme ou des détenus. L'âge moyen par échantillon variait entre 15 et 46 ans et la majorité des échantillons était composée de 40 à 60% d'hommes. Dans 20 études impliquant, pour la plupart des étudiants universitaires, l'échantillon était composé de plus de 60% de femmes, tandis que dans seulement 12 études impliquant, pour la plupart des suspects de terrorisme, des individus condamnés pour terrorisme, des membres de communautés religieuses ou des hooligans du football, plus de 60% de l'échantillon était composé d'hommes. Seules 4 études auraient prélevé et examiné des échantillons représentatifs. Concernant la variable de résultat, 36 des études examinées ont testé les attitudes et croyances des extrémistes violents. 44 ont testé les intentions des extrémistes violents et 5 ont testé les comportements extrémistes violents. 22 études ayant examiné plus d'une variable de résultat. En ce qui concerne l'orientation idéologique, la majorité des études examinées ont étudié les formes d'extrémisme islamiste ou anti-occidental NU003D31, suivies de près par les études sur l'extrémisme de droite, y compris le conservatisme, l'autoritarisme de droite, le nationalisme, l'anti-islamisme ou l'extrémisme de droite. Autre extrémisme fondé sur l'origine ethnique, NU003D27. Cette étude ont examiné l'extrémisme de gauche, y compris l'égalitarisme, l'autoritarisme de gauche, l'antisionisme de gauche, l'extrémisme pro-démocratie et les droits de l'homme, et une seule étude abordait l'extrémisme violent au nom du christianisme. Alors que cette étude ont examiné plusieurs idéologies extrémistes, 20 études ont évalué des indicateurs non spécifiques à l'idéologie de l'extrémisme violent. Concept d'identité et leur relation avec l'extrémisme violent. Le tableau 2 présente un aperçu de tous les concepts identitaires utilisés comme variables prédictives et de leurs relations directes et indirectes avec les 3 catégories d'extrémisme violent. Les études examinées ont utilisé une variété de concepts d'identité issus de différentes théories, environ la moitié examinant plus d'un concept d'identité en relation avec l'extrémisme violent NU003D37. Suivant la suggestion de Vignol et ses collègues 90, nous avons classé les concepts d'identité en 1 perspective sociale et contextuelle sur l'identité, 2 perspectives personnelles et développementales sur l'identité, et 3 besoins et motivations sous-jacentes au processus identitaire. Dans les sections suivantes, nous présentons les différentes conceptualisations de l'identité utilisées par les études examinées, la manière dont ces concepts ont été opérationnalisés et leur relation avec l'extrémisme violent. Un concept d'identité sociale et contextuelle et leur relation avec l'extrémisme violent. La grande majorité des études examinées examinant l'effet putatif de l'identité sur l'extrémisme violent ont abordé et défini l'identité d'un point de vue social et contextuel. Bien qu'il existe un certain chevauchement conceptuel, nous avons classé les concepts d'identité sociale et contextuelle en identification en 2 groupes, fusion identitaire, identité civique, identification en 2 groupes communs, identification double ou séparée et identité culturelle. Identification du groupe. Parmi les études examinées, 33 ont testé l'effet de risque putatif de l'identification en 2 groupes sur les attitudes, intentions ou comportements extrémistes violents. L'identification en 2 groupes ou l'identité sociale fait référence à la signification que les gens tirent de leurs diverses appartenances à des groupes pour se définir eux-mêmes. 91 dans les études examinées, l'identification en 2 groupes a été opérationnalisée comme la mesure dans laquelle les participants s'identifiaient à une catégorie sociale spécifique, telle que leur nationalité ou pays d'origine NU003D20, leur origine ethnique NU003D8, leur affiliation politique NU003D7, religion NU003D5, ainsi que leur famille, leurs amis et leur université XU003D2. Une grande partie des études examinées sur l'identification d'un endogroupe ont examiné si les individus, qui s'identifient fortement à un endogroupe subordonné NU003D10, par exemple, minorité ethnique ou religieux, ou supérieur NU003D21, par exemple, majorité ethnique, nationalité, sont plus susceptibles de favoriser ou intention de recourir à la violence extrémiste que les individus qui s'identifient moins fortement à leur groupe. Dans 12 études,
L'identification en deux groupes a seulement été ajoutée comme variable de contrôle pour déterminer si d'autres concepts d'identité ont un effet comparativement plus fort sur l'extrémisme violent voire fusion d'identité. Dans l'ensemble, nous avons constaté que l'identification en deux groupes est le concept d'identité le plus étudié dans la littérature quantitative sur l'extrémisme. Les résultats concernant le lien entre l'identification en deux groupes et l'extrémisme violent varient cependant, car cela semble dépendre de la présence d'autres facteurs. D'une part, une proportion substantielle d'études soutiennent l'hypothèse selon laquelle les individus qui s'identifient fortement à leur groupe subordonné ou supérieur sont plus susceptibles d'avoir des attitudes et des intentions extrémistes violentes, en particulier lorsqu'ils le perçoivent comme étant intrinsèquement supérieur ou négatif. Affectés par les exogroupes. D'un autre côté, le grand nombre d'effets non significatifs dans les études portant sur plusieurs concepts d'identité suggère que d'autres facteurs, comme la fusion identitaire, pourraient être plus efficaces pour prédire la radicalisation extrémiste que l'identification au sein d'un groupe. Fusion d'identité. 23 études ont examiné l'effet potentiel du risque de fusion identitaire sur les indicateurs de l'extrémisme violent. Une identité fusionnée est présente lorsque l'identité sociale d'une personne prend le dessus sur son identité personnelle, de telle sorte qu'elle forme un équivalent ou le sentiment d'être un avec l'endogroupe. 92 dans les études examinées, la fusion identitaire a été opérationnalisée comme la mesure dans laquelle les personnes ont leur identité personnelle fusionnée avec leur pays ou leur nationalité 10, leur parti politique 6, leurs partisans politiques partageant les mêmes idées 2, leur leader politique c'est ou leur identité. Cause politique NU 003D1, ainsi que tout groupe social de choix NU 003D2 et groupe d'amis NU 003D2. 7 des études examinées ont examiné l'effet de plus d'une forme de fusion d'identité. Dans l'ensemble, nous avons constaté que la fusion identitaire est le deuxième concept identitaire le plus étudié dans les recherches quantitatives sur l'extrémisme violent. Les données probantes soutiennent fortement l'hypothèse selon laquelle la fusion identitaire est un facteur de risque putatif d'attitude et d'intention extrémiste, de sorte que la fusion de l'identité personnelle et sociale des individus prédit un plus grand soutien et une plus grande volonté de recourir à la violence au sein de leur groupe ou à la réalisation de ses objectifs politiques. De plus, la fusion identitaire s'est également avérée avoir un lien plus fort avec l'extrémisme violent que l'identification au sein d'un groupe. Enfin, 5 études expérimentales ont étayé le lien de causalité entre une identité fusionnée saillante et l'extrémisme, de sorte que les individus, dont l'identité fusionnée était activée par des menaces identitaires perçues par exemple, menaces de la charia, menaces pour leur identité personnelle, augmentation de la privation relative perçue, étaient nettement plus susceptibles de signaler des intentions extrémistes. Identité civique. 5 études ont examiné l'effet de risque putatif de l'identité civique sur les attitudes et les intentions extrémistes. L'identité civique est décrite comme le sentiment de soi en tant qu'acteur civique, c'est-à-dire quelqu'un qui façonne activement la vie civique et, en raison de son lien fondamental avec des groupes sociaux et des communautés particuliers, et avec leur position, leurs fonctions et leurs objectifs au sein de la société, peut être considéré comme un concept d'identité sociale et contextuelle. 93 dans les études examinées, l'identité civique a été opérationnalisée comme la mesure dans laquelle les participants s'identifiaient en tant qu'agents ou activistes politiques, au programme activiste de leur groupe et à leur cause politique ou religieuse personnelle. Bien que très limitée, les preuves indiquent que, conformément à l'hypothèse, une plus forte identification au fait d'être un agent politique ou à ses objectifs politiques est associée à une probabilité plus élevée d'avoir des attitudes et des intentions extrémistes violentes. Cependant, cet effet était limité aux individus ayant un raisonnement moral post-conventionnel par opposition à conventionnel, des opinions égalitaires par opposition à conservatrices, une identification obsessionnelle par opposition à harmonieux avec leur cause, une haine vécue, une menace identitaire perçue et une forte identification avec des groupes qui poursuivent leur cause. Des objectifs radicaux. Identification d'un groupe commun. Dans 10 des études examinées, il a été testé si l'identification d'un groupe commun était négativement liée à l'extrémisme violent. L'identification à un endogroupe commun fait référence à la mesure dans laquelle les membres de différents groupes sociaux partageant le même environnement, par exemple, divers groupes ethnoculturels ou religieux au sein d'un même pays s'identifient à une catégorie sociale supérieure qui recouvre et englobe leur identité mineure 9.4 comme la citoyenneté ou la citoyenneté. Humanité. Dans la majorité des études,
L'identification à un groupe commun a été opérationnalisée comme la mesure dans laquelle les membres de groupes minoritaires ethniques ou religieux s'identifiaient à leur pays de résidence ou à sa société dominante, et si cela était lié à une probabilité réduite de signaler des attitudes ou des intentions extrémistes. Seules 2 études ont examiné si l'identité nationale ou continentale fonctionnait également comme une identité de groupe commune préventive contre la radicalisation parmi les groupes ethniques majoritaires. Dans l'ensemble, il semble que l'identification à un endogroupe commun puisse avoir un effet protecteur contre l'extrémisme violent, de sorte que les membres de groupes minoritaires ethniques et religieux qui s'identifient fortement à un groupe supérieur, c'est-à-dire leur pays de résidence ou leur nationalité, peuvent être protégés contre l'extrémisme violent. Développer des attitudes, des intentions et même des comportements extrémistes dans une étude, un lien qui s'expliquait en partie par l'absence de supériorité perçue au sein du groupe ou par des attitudes négatives envers les groupes externes. Pour les membres des groupes ethniques majoritaires, cependant, le contraire semble être le cas. 2 études ont montré que la prétendue identification à un groupe commun était positivement liée aux attitudes et aux intentions extrémistes violentes, suggérant que les membres des majorités ethniques sont moins susceptibles de percevoir la nationalité comme une identité globale qui englobe les exogroupes minoritaires et, à la place, la considèrent comme leur identité exclusive d'endogroupes voire identification d'endogroupes. Identification double par opposition à séparée. Parmi les études examinées, 9 ont examiné l'effet putatif des identités doubles ou séparées sur les indicateurs de l'extrémisme violent. Une identité double ou intégrée est particulièrement pertinente pour les individus qui appartiennent à plus d'un groupe ou catégorie sociale et fait généralement référence à l'identification à la fois à un groupe minoritaire ethnoculturel et à la société nationale dominante. 95. Une identité séparée, en revanche, est présente lorsque les individus ne combinent pas les 2 identités, mais se définissent uniquement à travers leur appartenance à un groupe ethnoculturel. 96. Dans les études examinées, les identités doubles et séparées ont été mesurées séparément, de sorte qu'il a été demandé aux participants d'évaluer s'ils s'identifiaient de manière égale à leur groupe minoritaire ethnoculturel par exemple, leur pays d'origine, leur origine ethnique ou leur religion, et à la société nationale dominante, c'est-à-dire leur double identité. Ou préférer l'un à l'autre, c'est-à-dire identité séparée. Dans 2 études, il a également été demandé aux participants s'ils percevaient les 2 identités sociales comme compatibles ou comme étant en conflit. Dans l'ensemble, seules quelques études font état d'un effet positif des identités séparées et des doubles identités incompatibles sur l'extrémisme violent. Dans ces études, les membres de groupes minoritaires ethniques ou religieux dans les pays occidentaux ont déclaré soutenir davantage la violence politique et manifester des comportements plus violents lorsqu'ils préféraient clairement leur identité ethnoculturelle à leur identité nationale dominante ou lorsqu'ils s'identifiaient aux 2 groupes sociaux, mais les subissaient. Être intrinsèquement en conflit. La majorité des liens examinés entre la double identité et la séparation et les indicateurs d'extrémisme violent se sont toutefois révélés non significatifs. Identité culturelle. Parmi les études examinées dans cet article, 6 ont examiné l'effet de l'identité culturelle sur les indicateurs de l'extrémisme violent. L'identité culturelle est définie comme le fait d'avoir choisi la communauté culturelle à laquelle on veut appartenir et d'avoir intériorisé ses valeurs, ses croyances et ses principes comme ligne directrice pour fonctionner au sein de celle-ci. 97. Dans les études examinées, la conceptualisation de l'identité culturelle est similaire à celle dualité par opposition à l'identité culturelle. Identification séparée. Cependant, au lieu de se concentrer sur l'identification à 2 groupes ethnoculturels, 4 niveaux d'acculturation décrivent la façon dont les gens gèrent leur identité culturelle lorsqu'ils participent à 2 cultures. L'intégration, c'est-à-dire l'intégration des cultures dominantes et patrimoniales dans son identité, l'assimilation, c'est-à-dire l'identité culturelle uniquement basée sur la culture dominante, la séparation, c'est-à-dire l'identité culturelle basée uniquement sur la culture patrimoniale, et la marginalisation, c'est-à-dire ne pas s'identifier à sa culture patrimoniale, ni à la culture dominante. 98% de ces études ont opérationnalisé l'identité culturelle en fonction de la mesure dans laquelle les participants se sont identifiés, c'est-à-dire l'inclusion ou non, c'est-à-dire l'aliénation à leur culture d'héritage ou à la culture dominante du pays dans lequel ils résident. Une seule étude a examiné les 4 niveaux de acculturation.
Alors que la majorité des études sur l'identité culturelle émettent l'hypothèse que les membres de groupes minoritaires ayant une identité culturelle aliénée, séparée ou marginalisée ont une plus forte tendance à manifester des attitudes et des intentions extrémistes violentes, 4 études ont testé si cela était également vrai pour les membres d'une majorité respective. Groupe. Dans l'ensemble, les études ont révélé que, parmi les membres des groupes ethnoculturels minoritaires et majoritaires, la séparation culturelle, la marginalisation et l'aliénation étaient positivement liées aux attitudes et intentions extrémistes violentes, expliquées en partie par la justification morale, les expériences d'exclusion sociale voire la nécessité de appartenir, le soutien général à la guerre, les sentiments d'insignifiance voire le besoin de signification et les expériences de discrimination. D'un autre côté, une identité culturelle intégrée était liée à un moindre soutien à la violence politique parmi les membres d'une minorité ethnique et religieuse qui considéraient leur existence comme significative, voire besoin de signification, suggérant un effet protecteur. 2 concepts d'identité personnelle et développementale et leur relation avec l'extrémisme violent. Seules 2 des études examinées ont abordé l'identité d'un point de vue personnel et développemental, chacune examinant un concept d'identité différent, la diffusion de l'identité et les identités alternatives. Bien que la diffusion de l'identité repose sur une base théorique approfondie, nous n'avons trouvé aucune théorie spécifique sous-tendant le concept d'identité alternative. Cependant, présentant des similitudes avec le concept de soi futur possible 99, ainsi qu'avec les processus de formation de l'identité personnelle 100, nous l'avons catégorisé comme un concept d'identité personnelle et développementale. Diffusion identitaire. Une étude a examiné l'effet putatif de la diffusion de l'identité sur l'extrémisme violent. Le concept de diffusion de l'identité s'appuie sur le modèle de développement psychosocial d'Erikson 101 et sur la théorie du statut identitaire de Marcia 102 et décrit un état dans lequel une personne n'est engagée dans aucune forme d'identité et ne cherche pas activement à en acquérir une. Vécue comme une crise d'identité, la diffusion de l'identité évoque le sentiment de ne pas savoir qui on est, quelle est sa place et sa fonction dans le monde, et quelles orientations futures prendre dans la vie. 103 dans l'étude examinée, la diffusion de l'identité a été opérationnalisée comme la mesure combinée dans laquelle un individu connaît un changement fréquent dans ses objectifs de vie, se voit de différentes manières à différents moments, emprunte des goûts et des opinions à d'autres personnes, reprend fréquemment des intérêts et les abandonne, et pense que les autres ne peuvent pas prédire de manière fiable comment ils vont se comporter. Comme hypothétiquement, les auteurs de cet article ont trouvé un lien positif entre la diffusion de l'identité et les attitudes en faveur de 3 idéologies extrémistes violentes, de sorte que les lycéens ayant une identité diffuse ont déclaré une plus grande approbation des idées extrémistes de droite, de gauche et de gauche. Idéologie islamiste que les étudiants ayant une estime de soi claire et stable. Cet effet s'explique en partie par le style parental, notamment la surveillance parentale et la cohérence parentale, ainsi que par les événements critiques de la vie et les résultats scolaires. Identité alternative. Une étude a examiné l'effet de l'adoption d'identités alternatives sur l'extrémisme violent. Les identités alternatives ont été opérationnalisées en fonction de la mesure dans laquelle les participants possédaient une identité équilibrée à multiples facettes, par opposition à une identité exclusivement consacrée au combat pour l'islam. Ce concept était basé sur des entretiens semi-structurés au cours desquels les participants exprimaient les aspects de leur vie qu'ils appréciaient et sur quoi ils prévoyaient de se concentrer dans leur avenir, comme fonder une famille, travailler sur leur amitié, démarrer une entreprise ou consacrer leur vie à la cause islamiste. Conformément à leur hypothèse, les auteurs ont découvert un lien négatif direct entre les identités alternatives et les comportements extrémistes violents, de sorte que les détenus terroristes dont l'identité éclipsait leur identité djihadiste étaient significativement moins susceptibles de soutenir le djihad violent, même s'ils étaient toujours engagés dans le djihad. Idéologie. L'adoption d'identités alternatives a également atténué l'effet négatif de l'attitude des détenus à l'égard du programme de déradicalisation sur leur soutien au djihad violent. Ces résultats suggèrent que même lorsque les terroristes condamnés s'en tiennent à leur idéologie, ils ne peuvent pas recourir à la violence s'ils adoptent des identités et des objectifs alternatifs. 3 besoins et motivations sous-jacentes au processus identitaire et leur relation avec l'extrémisme violent. Dans leur effort, pour étudier l'effet putatif de l'identité sur l'extrémisme violent, ces études ont abordé l'identité à partir de perspectives théoriques axées sur les besoins psychologiques et les motivations sous-jacentes à la formation de l'identité. Bien que Vignol et ses collègues 104 suggèrent qu'il pourrait y avoir davantage de besoins identitaires, nous avons examiné des études
qui ont examiné les besoins et les motivations psychologiques qui étaient auparavant empiriquement liés à la formation de l'identité, y compris l'incertitude, c'est-à-dire le besoin d'un sentiment de certitude, le besoin de signification et le statut, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi et les types et dimensions de motivation. Étant donné que certaines études ont opérationnalisé ces besoins identitaires comme une satisfaction de besoin, dans un souci d'interprétation, nous les avons inversés pour représenter la frustration du besoin. Incertitude. 6 études ont examiné l'effet putatif de l'incertitude sur les attitudes ou les intentions des extrémistes violents, un concept qui fait référence à un sentiment d'incertitude concernant soi-même, son avenir et le monde, et qui peut être causé par des facteurs sociétaux, c'est-à-dire les récessions économiques, les changements socioculturels, les réformes, ou guerres, etc. Ou personnels, c'est-à-dire décès d'un être cher, maladie, perte d'emploi, etc. Sans sein dans les études examinées, l'incertitude a été opérationnalisée comme la tendance des gens à se sentir incertains à propos d'une variété de choses dans la vie et dans différentes situations, c'est-à-dire la mesure des traits et la mesure dans laquelle les participants se sentent actuellement incertains d'eux-mêmes, de leur place dans le monde, de leur avenir, ou en ce qui concerne l'interaction avec les autres, c'est-à-dire une mesure étatique. D'après notre examen, l'hypothèse selon laquelle un sentiment d'incertitude à l'égard de soi entraîne une plus grande volonté de s'engager dans des actions extrémistes violentes ou de s'identifier à des groupes extrémistes violents est peu étayée. La majorité des études n'ont pas trouvé de lien significatif entre l'incertitude et l'extrémisme violent. Cependant, lorsqu'il existe un lien positif, d'autres facteurs tels que l'ouverture à l'expérience, le sexe masculin, le faible niveau d'éducation, l'identification au Parti démocrate américain, mais pas au Parti républicain américain, ainsi qu'un facteur de risque combiné, c'est-à-dire constitué de la perception du parti, la privation relative individuelle et collective, l'injustice procédurale, la menace symbolique et réaliste à laquelle est confronté l'endogroupe et l'exclusion de la prise de décision ont joué un rôle important. Besoin de signification. Dans 6 des études examinées, il a été examiné si le besoin de signification était positivement lié à l'extrémisme violent. Le besoin d'importance décrit le désir personnel d'avoir un but dans la vie et d'être important pour le monde et pour les autres. Si dans chacune des 5 études, le besoin de signification a été opérationnalisé différemment, comme la mesure dans laquelle les participants valorisent le fait d'avoir un statut élevé, expriment la mégalomanie et considèrent leur existence comme significative inversée, ainsi que la mesure combinée d'avoir une signification significative. L'existence inversée, le besoin d'appartenance, un sentiment d'estime de soi inversé, de contrôle inversé, ainsi que l'expérience de l'humiliation, de la honte, du désespoir et de la colère. Certaines données suggèrent que les participants qui se sentent insignifiants et qui désirent fortement être hautement respectés et considérés comme importants par les autres sont plus susceptibles d'exprimer leur soutien aux idées et aux groupes extrémistes violents, en particulier lorsqu'ils ont également fait état d'expériences de discrimination, lorsque le jugement moral fonctionnait à un niveau post-conventionnel ou lorsqu'ils s'identifiaient fortement au fait d'être activistes, voire identité civique. Besoin d'appartenir. Cette étude ont examiné dans quelle mesure l'extrémisme violent est prédit par le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance représente le désir des individus d'être acceptés par les autres sans cesse et est considéré comme un besoin humain fondamental sans lui qui, s'il n'est pas satisfait, peut entraîner des niveaux élevés de détresse. 109 Le besoin d'appartenance a été conceptualisé à la fois comme une mesure d'état et comme une mesure de trait. Il a été opérationnalisé comme le désir actuel d'appartenir à une culture spécifique, comme le sentiment de solitude, d'exclusion sociale ou le souvenir d'une époque où l'on s'est senti aliéné, c'est-à-dire induit expérimentalement, et comme la tendance personnelle à avoir un fort sentiment d'appartenance à une communauté. Renversé. Les preuves concernant l'effet du besoin d'appartenance sur l'extrémisme violent sont mitigées. Conformément à leur hypothèse, quelques études ont révélé que les individus exprimaient beaucoup plus de soutien aux organisations terroristes, islamistes ou une plus grande volonté de se battre et de mourir pour leur groupe lorsqu'ils se sentaient socialement exclus ou avaient un fort désir d'appartenir à une communauté. Cependant, contrairement à cette hypothèse, dans 3 autres études, le besoin d'appartenance n'était pas lié à l'extrémisme violent, ni, ce qui est encore plus surprenant, associé négativement à celui-ci. Il n'existe aucune explication globale quant aux facteurs sous-jacents qui pourraient expliquer les différences dans les résultats. Besoin d'estime de soi. 4 études se sont concentrées sur l'estime de soi et ses effets sur la radicalisation extrémiste. Alors que l'estime de soi décrit,
généralement le sentiment subjectif global d'une personne quant à sa valeur personnelle. 110. L'estime de soi collective fait référence au sentiment de valeur que les gens ont en fonction de leur identité sociale. 111. Dans les études examinées, le besoin d'estime de soi a été opérationnalisé comme la mesure dans laquelle les participants ont un besoin d'appréciation de soi, tirent un sentiment d'estime de soi à travers leur identité sociale, c'est-à-dire l'estime de soi. Inversée croit que d'autres perçoivent leur groupe social comme prestigieux, c'est-à-dire l'estime de groupe public perçu. Inversée, ainsi qu'une mesure combinée de ces facettes, c'est-à-dire l'estime de soi collective, inversée. Dans l'ensemble, il existe un certain soutien en faveur d'un effet de risque putatif du besoin d'estime de soi sur l'extrémisme violent, mais seulement lorsqu'il opère à un niveau collectif. Les individus qui pensaient que les autres considéraient leur groupe social comme peu prestigieux et qui avaient été victimes de discrimination étaient plus susceptibles d'être favorables à l'extrémisme violent ou d'avoir des intentions extrémistes violentes. Cependant, cet effet ne semble pas robuste, car la majorité des études n'ont pas trouvé de lien entre le besoin d'estime de soi et les attitudes, intentions et comportements extrémistes violents. Discussion. Dans cette étude, nous avons systématiquement examiné les recherches scientifiques quantitatives qui ont examiné l'effet putatif de l'identité sur l'extrémisme violent. Le contexte de cette étude était l'observation selon laquelle, bien que l'identité soit considérée comme l'un des facteurs clés du processus de radicalisation 112, nous manquons d'une vision intégrée de la façon dont, quand et dans quelle mesure elle provoque, prévient et réduit l'extrémisme violent. 113. L'une des raisons pour lesquelles nous manquons d'une telle compréhension est la complexité de l'identité en tant que construction. Le domaine de la recherche sur l'identité est vaste et offre de nombreuses idées différentes sur ce qu'est l'identité et comment elle fonctionne, y compris son influence sur les attitudes et les comportements des gens. Par conséquent, dans cette étude, nous avons inventorié les différents concepts identitaires qui ont été étudiés comme prédicteurs présumés de l'extrémisme violent dans la recherche quantitative, et examiné dans quelle mesure ces concepts identitaires sont empiriquement liés à l'extrémisme violent. Concept d'identité dans la recherche quantitative sur l'extrémisme violent. Nous avons constaté que, conformément à l'immensité de la recherche sur l'identité en général 114, les études quantitatives sur l'effet putatif de l'identité sur l'extrémisme violent utilisent une variété de concepts identitaires issus de diverses théories. Cependant, l'attention accordée à chacune des perspectives est biaisée, l'écrasante majorité examinant des concepts identitaires issus de théories sociales et contextuelles. Ainsi, dans les recherches quantitatives sur l'extrémisme, l'identité est le plus souvent abordée sous la forme d'appartenance significative à des groupes et de la manière dont elle fonctionne dans des contextes socio-spécifiques. Cela est logique, dans la mesure où les processus d'identité sociale sont cruciaux pour comprendre l'intériorisation des normes, valeurs et croyances de groupe 115 ainsi que la violence intergroupe 116, jouant ainsi un rôle essentiel dans divers modèles théoriques de radicalisation. 117. Conformément à l'idée selon laquelle les phénomènes saillants les identités sociales sont l'ingrédient central de tous les conflits intergroupes, les deux concepts d'identité les plus étudiés étaient l'identification au sein du groupe et la fusion identitaire, qui, en combinaison avec des facteurs contextuels tels que la menace perçue au sein du groupe, ont été examinés comme facteurs de risque présumé d'attitude extrémiste et intention. En comparaison, beaucoup moins d'attention a été accordée aux concepts d'identité sociale, qui sont suggérés pour aider à prévenir ou à réduire l'extrémisme violent. Identification, commune à un groupe, identification double par opposition incompatible, double ou séparée, et intégrée par opposition à séparée, assimilée et marginalisée. Les identités culturelles, que nous avons constatées, étaient couramment étudiés comme des outils permettant de contrecarrer le monopole des identités sociales uniques et suggéraient donc de réduire le soutien ou la volonté de recourir à la violence politique. Étonnamment, seules 2 études ont examiné le lien entre les concepts ou processus identitaires, personnels et développementaux et la radicalisation extrémiste, la première étudiant l'effet réparateur des identités alternatives sur la récidive des délinquants terroristes 118, et la seconde testant l'effet de risque putatif de la diffusion identitaire à gauche, extrémiste, de droite et islamiste. 119. Le manque de recherche quantitative sur cette perspective est remarquable, dans la mesure où le lien présumé entre les processus identitaires personnels et développementaux et la radicalisation extrémiste est familier tant parmi les universitaires que parmi les décideurs politiques, mis à part la suggestion selon laquelle une crise d'identité personnelle peut fonctionner comme une ouverture cognitive à la radicalisation 120. Depuis plus d'une décennie,
La vulnérabilité des jeunes à la radicalisation extrémiste a été attribuée au défi de la formation d'une identité à l'adolescence. 121 pourtant, malgré sa popularité, nous avons constaté que le lien entre l'identité processus et l'extrémisme violent a à peine été testé empiriquement à partir d'une approche personnelle et développementale. Enfin, environ un quart des études examinées ont examiné la relation entre les besoins identitaires et l'extrémisme violent, y compris le besoin de certitude, c'est-à-dire d'incertitude, le besoin d'importance et de statut, le besoin d'appartenance et le besoin d'estime de soi. L'effet putatif de l'identité sur l'extrémisme violent. Le deuxième objectif de cet article était d'examiner les preuves du lien entre les différents concepts identitaires et l'extrémisme violent. La relation qui apparaît comme la plus robuste statistiquement est celle entre la fusion identitaire et l'extrémisme violent, de sorte que, quelle que soit l'idéologie, les individus, dont l'identité sociale est fusionnée avec leur identité personnelle, ont tendance à déclarer un soutien plus fort à la violence extrémiste ou une volonté de s'engager dans des actes de violence eux-mêmes. En outre, des études comparatives ont montré qu'une identité fusionnée augmente le risque d'extrémisme, au-delà d'une forte identification endogroupe. 122 Enfin, la direction causale présumée de l'effet d'une identité fusionnée saillante sur l'extrémisme violent est confirmée dans 5 études expérimentales, offrant la preuve que la fusion identitaire peut être considérée comme un facteur de risque clé d'extrémisme cognitif. Comme aucune des études examinées n'a examiné le lien entre la fusion identitaire et l'extrémisme comportemental, les études futures devraient toutefois déterminer si cet effet se traduit également par des actions extrémistes. L'identification endogroupe en elle-même semble également être un concept d'identité pertinent pour l'extrémisme violent. Conformément à un certain nombre de modèles théoriques de radicalisation 123, un nombre important d'études examinées ont révélé que, dans différentes populations et idéologies, l'identification à son endogroupe augmente la probabilité de soutenir ou d'avoir l'intention d'utiliser la violence en faveur de ce groupe, en particulier lorsque l'endogroupe est perçu comme menacé par les groupes extérieurs. De même, conformément au modèle d'action collective d'identité sociale 124, il a été constaté que, sur la base d'une identité sociale pertinente, la colère et l'efficacité du groupe sont liées à des intentions d'extrémistes. Il existe également des preuves suggérant qu'une identité civique ou militante augmente la probabilité d'attitudes et d'intentions extrémistes violentes, mais seulement lorsqu'elle est combinée à un raisonnement moral post-conventionnel, à une identification obsessionnelle à sa cause, à une haine ressentie et à une menace identitaire perçue. Contrairement aux preuves sur le rôle de l'identification endogroupe et de la fusion identitaire, nous avons peu d'informations sur le lien entre la façon dont les gens gèrent leurs multiples identités sociales ou culturelles et la manière dont cela affecte l'extrémisme violent, la plupart des résultats étant mitigés. Alors que l'identification d'un groupe commun et les identités sociales ou culturelles intégrées, c'est-à-dire doubles, étaient considérées comme des ingrédients prometteurs dans la prévention de la radicalisation extrémiste, certaines des études examinées ont démontré que, dans certaines circonstances, leur effet protecteur présumé peut potentiellement se transformer et constituer en réalité un risque. Par exemple, les membres de majorités ethnoculturelles peuvent ne pas considérer une identité commune, proposer par exemple la nationalité comme inclusive et la garder à l'écart des groupes minoritaires. 126 De plus, il existe des preuves suggérant que les individus qui ont une identité intégrée ou double, mais perçoivent ces deux les composantes, c'est-à-dire les cultures incompatibles, peuvent être plus enclines à des croyances et des intentions extrémistes. 127 Ces résultats impliquent que la gestion réussie de plusieurs identités sociales implique plus que de s'assurer que les membres d'une société multiculturelle forment une identité sociale ou culturelle intégrée. Au lieu de cela, il faudra peut-être également s'attaquer aux problèmes sociétaux sous-jacents qui rendent les identités sociales incompatibles, telles que les expériences de statut social inférieur, de privation relative ou de discrimination intragroupe, mais aussi la perception d'une menace symbolique ou réaliste. De même, les résultats concernant l'effet des 4 besoins identitaires sur l'extrémisme violent étaient mitigés. Bien qu'il existe certaines preuves selon lesquelles le besoin de certitude, c'est-à-dire d'incertitude, d'importance et de statut, d'appartenance et d'estime de soi sont liés à une préférence pour les organisations extrémistes violentes et au soutien à la violence extrémiste, environ la moitié des effets ne sont pas statistiquement significatifs. Une des raisons de ce manque de soutien pourrait être le fait que la plupart des études respectives ont examiné l'effet putatif des besoins identitaires sur les attitudes et les intentions extrémistes, et non sur l'identification à des groupes extrémistes, comme l'avait initialement proposé l'étude Uncertainty Identity.
Théorie 128 et le modèle de quête de signification de la radicalisation 129, ainsi que les théories générales sur la construction identitaire motivée par les besoins. 130 de plus. La plupart des études examinées évaluaient les besoins identitaires et les indicateurs de l'extrémisme au même moment, ce qui rend impossible l'établissement de la préséance présumée, voire effet causal. Par conséquent, il n'est pas encore établi que les besoins identitaires frustrés sont présents avant que les individus ne se radicalisent et non lorsqu'ils se sont déjà identifiés à un groupe extrémiste et ont adopté leur idée. Ainsi, de futures recherches longitudinales ou expérimentales sont nécessaires pour déterminer si les besoins identitaires frustrés sont la force motrice qui pousse les individus à s'identifier à des groupes extrémistes et à adopter des idéologies extrémistes pour expliquer leur frustration. De plus, les études futures devraient inclure plus d'un besoin identitaire au lieu d'en examiner un seul. Alors que nous avons constaté que jusqu'à présent, il a été principalement testé si la radicalisation extrémiste est causée par un besoin psychologique soi-disant fondamental, c'est-à-dire l'incertitude et le besoin de signification, etc. Les théories de l'approche identitaire besoin motivé proposent que la liste des besoins, les facteurs qui motivent la construction identitaire ne sont en fait pas concluants. 131 et le fait que le besoin identitaire soit la force motivante peut dépendre de la personnalité des personnes 132 mais aussi du type de groupe qui leur sont accessibles. 133 enfin, puisque, de manière surprenante, un certain nombre de besoins identitaires, par exemple le besoin d'appartenance, étaient liés à une diminution de l'extrémisme violent, il serait utile d'explorer comment il pourrait être utilisé pour protéger les gens contre la radicalisation. Par exemple, il a été avancé qu'une réinterprétation positive de l'incertitude, comme un défi que les gens peuvent surmonter par la coopération plutôt que par l'hostilité, pourrait empêcher les gens de se radicaliser. 134 de plus, enseigner aux gens comment maintenir une identité saine et positive qui répond à leurs besoins identitaires peut accroître leur résilience à l'extrémisme. 135 comme ils ont jusqu'à présent reçu trop peu d'attention dans la recherche empirique quantitative, nous ne pouvons pas tirer de conclusions définitives quant à l'effet des concepts et processus identitaires personnels et développementaux sur l'extrémisme violent. Conformément à l'idée selon laquelle la radicalisation extrémiste peut être causée par une crise d'identité personnelle 136, une étude a révélé qu'une identité diffuse était liée à une probabilité plus élevée d'avoir des attitudes extrémistes de droite, de gauche ou islamistes. 137. Conformément à l'implication selon laquelle la déradicalisation est liée à la recherche de nouvelles priorités dans la vie, accompagnée de changements d'identité 138, une étude a révélé que la formation d'identité à multiples facettes basée sur des changements de vie importants était négativement liée au comportement extrémiste violent, car il présente une alternative à des identités qui sont exclusivement fondées sur des conventions extrémistes et sur l'appartenance à un groupe. 139 cependant, ces deux résultats nécessitent d'être reproduits et examinés plus minutieusement dans les recherches futures. Lacunes générales et grandes lignes des orientations futures de la recherche. En plus de fournir un inventaire des concepts identitaires en tant que prédicteur de la radicalisation extrémiste, cette revue démontre que, bien que la radicalisation soit communément appelée un processus, la plupart des études quantitatives sur l'effet putatif de l'identité vont utiliser un plan de recherche transversal et non collecter des données qu'au niveau de la radicalisation extrémiste. À un moment donné. En conséquence, la plupart des études de cette revue ne peuvent tirer aucune conclusion quant au rôle que jouent les différents concepts identitaires aux différentes étapes de la radicalisation, notamment s'ils en sont une ou en font partie. Par exemple, il a été suggéré que les concepts et processus identitaires personnels et développementaux, tels que la diffusion de l'identité, ainsi que les besoins et motivations frustrés, contribuent le plus à une vulnérabilité accrue à entrer dans les premières étapes de la radicalisation, de sorte qu'ils créent une ouverture cognitive aux idéologies extrémistes. Et les groupes. 140 Les processus personnels et développementaux peuvent également fournir des mécanismes possibles de déradicalisation. 141 Les concepts et processus d'identité sociale et contextuelle, en revanche, peuvent jouer un rôle plus important dans la transition d'un comportement intergroupe non violent à un comportement violent parmi ceux qui ont déjà une identité établie mais l'aperçoivent comme menacée ou sous-évaluée. Afin de défendre leur identité sociale et les besoins psychologiques qu'elle répond, les gens peuvent recourir à la violence, et lorsque leur identité sociale se confond avec leur identité personnelle, la violence peut même dégénérer en activité terroriste. Alternativement, les problèmes d'identité personnelle et développementale et les conflits d'identité sociale et contextuelle peuvent également expliquer deux processus de radicalisation qualitativement différents.
142 Même si l'identité personnelle et la formation de l'identité peuvent avoir davantage d'importance au niveau individuel, par exemple, l'extrémisme en ligne et celui des loups solitaires, les problèmes sociaux et culturels, l'identité peut être plus importante pour comprendre les tensions sociétales. Dans le même ordre d'idées, Schwartz, Dunkel et Wortman 143 soutiennent que les facteurs d'identité sociale font particulièrement référence à une radicalisation motivée par des raisons ethniques ou religieuses et fondée sur des engagements normatifs et collectifs, c'est-à-dire l'extrémisme de droite ou l'islamisme extrémiste, tandis que les processus identitaires d'autres groupes extrémistes, tels que les groupes d'opposants à l'avortement, les défenseurs des droits des animaux, les écoterroristes, le gamba des Maof ou les étudiants pour une société démocratique, peuvent être très différents. En effet, l'une des études examinées a montré que les individus ayant des opinions politiquement progressistes et un raisonnement moral post-conventionnel par rapport aux individus ayant des opinions conservatrices et un raisonnement moral conventionnel peuvent être plus enclins à se radicaliser lorsqu'ils manquent de sens. 144 Plus expérimentales et des études longitudinales sont nécessaires pour tester ces hypothèses. Enfin, afin de comprendre et d'intervenir dans les processus de radicalisation, il est non seulement crucial d'évaluer les principaux effets de chaque conceptualisation de l'identité, mais aussi de reconnaître comment les interactions entre les différents concepts identitaires affectent le processus de radicalisation. 145 Nous avons également besoin de reconnaître que plutôt que d'être la principale cause de la radicalisation vers l'extrémisme violent, les questions d'identité sont très probablement un facteur qui augmente ou diminue le risque de radicalisation lorsqu'elles sont combinées à d'autres facteurs de risque. Limites de cette revue systématique. Cette revue systématique présente deux limites importantes. Premièrement, malgré la recherche approfondie, il est possible que nous ayons manqué des études pertinentes. Nous avons uniquement utilisé le terme général « identité » comme terme de recherche principal pour trouver des études empiriques examinant différentes conceptualisations de l'identité en tant que déterminant de l'extrémisme violent. Cependant, cela peut avoir entraîné l'absence d'études incluant des concepts faisant partie de l'une des trois perspectives théoriques, mais n'utilisant pas spécifiquement le terme identité. Les besoins identitaires, y compris le besoin d'appartenance, le besoin de certitude ou le besoin d'appartenance, par exemple, ont pu être étudiés en relation avec l'extrémisme violent, sans avoir été définis comme des concepts identitaires. Deuxièmement, cette revue systématique s'est appuyée sur une synthèse narrative plutôt que sur une méta-analyse. De cette façon, nous n'avons pas pu établir quel concept d'identité a le lien le plus fort avec les attitudes, intentions ou comportements extrémistes violents. Cependant, étant donné l'hétérogénéité des modèles d'études, des échantillons de population, des idéologies, des variables de résultats et surtout des diverses manières dont l'identité a été étudiée en relation avec la radicalisation extrémiste, à ce stade, une méta-analyse n'aurait pas apporté grand-chose. Sens. Comme nous l'avons démontré dans cette revue, certains concepts identitaires ont été étudiés de manière assez approfondie, tandis que d'autres, jusqu'à présent, ont reçu très peu d'attention dans la recherche quantitative sur la radicalisation extrémiste, ne laissant pas suffisamment de puissance statistique pour comparer leurs effets. Lorsque le domaine se développera davantage, les futures analyses pourraient inclure des techniques méta-analytiques pour établir plus précisément dans quelle mesure les différents concepts d'identité sont liés aux attitudes, intentions et comportements extrémistes, pour quel type d'extrémisme et pour qui. Conclusion. Cette revue systématique de 75 études montre que la relation entre l'identité et la radicalisation extrémiste est un domaine de recherche fructueux dans lequel plusieurs connaissances ont été acquises, mais qui nécessite des recherches futures. Plus important encore, notre étude a démontré que l'attention accordée à chacune des trois grandes perspectives théoriques sur l'identité dans la recherche sur l'extrémisme quantitatif est biaisée, la grande majorité des études étant menées sur les concepts d'identité sociale et contextuelle, environ un quart sur les besoins et les motivations sous-jacentes à l'identité. Formation, et seulement 2 études sur les concepts d'identité personnelle et développementale. Les concepts identitaires fonctionnant différemment. Cette étude souligne également qu'il est important de les distinguer plus soigneusement afin de pouvoir comprendre leurs effets sur l'extrémisme violent. Enfin, quelles que soient les nombreuses hypothèses sur l'effet présumé de l'identité sur l'extrémisme violent, seules quelques études ont utilisé un modèle permettant de tirer des conclusions sur le sens causal de cet effet. Dans l'ensemble, ce domaine de recherche est prometteur, mais nous devons mener des recherches plus intégrées et plus sophistiquées, notamment des études longitudinales ou expérimentales. Remerciements.
Avec un merci spécial à Misha Hoffé pour son aide en tant que deuxième examinateur. Déclaration de divulgation. Les auteurs rapportent qu'il n'y a aucun intérêt concurrent à déclarer. Financement. Ce travail a été soutenu par le National Regiorgan Deruy Sonderzoek Nero et la Vrije Université Amsterdam. Bonjour à tous. Totalité des sources, des références bibliographiques dans les fichiers PDF qui se trouvent dans la description sous la vidéo. Si vous cherchez mon adresse électronique, vous pouvez y accéder. Elle est dans la section à propos de la présente chaîne YouTube, mais uniquement accessible depuis un ordinateur, pas le smartphone. Si vous souhaitez encourager la diffusion de la connaissance avec un grand C, des connaissances qui peuvent sauver des vies accessoirement, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? C'est très important. Merci.